Bien, alors, cours de transition avant les deux derniers aujourd'hui. Vous vous souvenez de... rappelons où on en était. Ce qu'on avait vu, c'était comment effectivement gérer, ce qu'on a vu pour l'instant, c'est comment gérer des équations en dimension infinie, limite d'équations en dimension finie avec la symétrie correspondant à des joueurs indistinguables ou des acteurs, des particules indistinguables, etc. etc. J'avais expliqué la dernière fois comment ceci permettait de comprendre l'obtention des systèmes d'équations de jeu à champ moyen par le passage en dimension infinie, ce qui présente l'intérêt, même s'il y a des raccourcis qui sont possibles, comme toujours, ça présente l'intérêt de pouvoir gérer des modèles avec corrélation. Donc ça, c'était le cours dernier. Et donc à partir d'aujourd'hui, pour les 3 dernières séances, je vais donner quelques éléments mathématiques, quelques éléments d'analyse mathématique de ces systèmes d'équations que sont les jeux à champ moyen, en le faisant cette fois-ci, parce qu'il y a 2 ans, je l'avais fait dans le cadre stationnaire, en le faisant dans le cadre dépendant du temps. Bon. Alors, comme vous allez le voir, il y a énormément de résultats possibles, donc je vais plutôt recenser un certain nombre de cas de figure, expliquer des stratégies de démonstration, étant entendu que essayer de donner le résultat définitif sur des catégories de modèles ou des ensembles de modèles aussi vastes, c'est illusoire. On peut toujours changer un peu les hypothèses, etc. Donc plutôt se concentrer sur comment on peut obtenir des résultats plutôt que d'essayer de donner le résultat définitif, ce qui n'aurait aucun sens. Et ensuite, dès qu'on serait face à un exemple, on ne serait pas exactement dans le cas de figure, donc il vaut mieux comprendre la stratégie, le faire dans le cadre le plus simple, et ensuite adapter ces stratégies cas par cas. Bien. Alors donc aujourd'hui, on va garder les équations en tête. Je pense que je vais me concentrer sur l'existence et je passerai en janvier un cours sur les 2 types de résultats d'unicité qu'il y a. Les 2 stratégies pour l'unicité, c'est-à-dire temps petit et comportement monotone. Alors, donc, en termes de système d'équations, je vais changer le sens du temps par rapport au cours dernier, c'est-à-dire remplacer petit t par grand T moins petit t, en d'autres termes, changer le signe de du sur dt. Bon, ça, c'est vraiment pas un point très important, mais j'ai tellement l'habitude d'écrire sur des équations d'Hamilton-Jacobi-Bellman, d'écrire ça avec un plus du sur dt, que ça m'évitera de dire des bêtises. Donc attention, changement petit t. Alors de façon à bien isoler les difficultés, je voudrais me concentrer sur un exemple le plus simple possible. Pour l'instant, je vais mettre ici, je pourrais mettre un coefficient, mais je vais mettre tout simplement moins Laplacien U. Vous pourriez avoir un coefficient, vous pourriez avoir un opérateur plus général, peu importe. Donc moins Laplacien U. Un Hamiltonien. Alors là, on peut mettre de la dépendance en X. Oui, je vais le faire. Sur Hamiltonien, non, je ne vais pas le faire. Donc ici, je vais mettre H de gradient U, de façon à avoir tous les effets des variables de manière très séparée, ce qui permet d'éviter de se noyer dans un déluge d'hypothèses techniques. Donc la dépendance en X, vous pourriez la mettre dans le H. Ça entraîne des petits soucis techniques, donc je ne veux pas le faire. Et ici, je vais mettre un opérateur de M. Bien, alors donc, c'est une équation X est dans RD. Je prends tout périodique parce que ça ne change vraiment pas grand-chose de prendre d'autres conditions aux limites. Donc tout est périodique, c'est-à-dire qu'on travaille, si vous voulez, sur un cube qu'on peut toujours prendre à des dilatations près, quitte à changer le Laplacien par un opérateur à coefficient constant du même type. Cela revient donc toujours essentiellement au même. Donc le cube 0,1 à la puissance d avec périodicité.
ou dans RD avec périodicité, c'est la même chose. Alors, le Laplacien, bien, c'est la trace de la matrice hessienne comme d'habitude. T varie dans 0 grand T. Pour l'instant, je vais me contenter de prendre un cas simple, c'est-à-dire de se donner une condition initiale, U0 de x. Je vais supposer là-dedans que toutes les données sont des fonctions très régulières, c'est vraiment pas le problème. Donc U0, H, petit f sont des fonctions régulières de leurs arguments. Bien, ça c'est pas une hypothèse, c'est vraiment quelque chose qui est important, pas tant pour les résultats d'existence, elle sera beaucoup plus pour les résultats d'unicité. Les équations à champ moyen, dans le sens où U représente la valeur optimale d'un joueur générique, valeur optimale, contrôle optimal stochastique, cela veut dire un Hamiltonien convexe. Alors, ce n'est pas nécessaire. Il y a d'ailleurs des cas où on peut imaginer un milieu adverse, un pire cas pour un joueur générique. Et donc, dans ce cas-là, on a des Hamiltoniens qui ne sont pas convexes. Donc, on peut toujours généraliser. Je vais faire cette hypothèse à nouveau. On le voit très bien. On verra très bien dans quel résultat la convexité est utile ou pas. Donc, traditionnellement, les jeux à champ moyen, Minfield Games en anglais, ça correspond à H convexe, mais il y a des extensions de modélisation où H n'est pas convexe. Alors, donc, je n'ai pas encore précisé ce qu'était le grand F, et ça, je le garde pour la bonne bouche. Donc, ensuite, dm sur dt, l'équation sur la mesure, plus Laplacien m, et donc plus divergence de h' de gradient u, c'est-à-dire le vecteur dérivé de h au point gradient u de x, h' de gradient u fois m, c'est-à-dire la linéarisation et l'équation duale associée à la linéarisation de cet opérateur. Donc ceci, et une condition cette fois terminale sur la mesure. M1. Bon, alors, je répète, hein, c'est un exemple, mais déjà, c'est une classe d'exemples qui contient pas mal de cas. On va travailler dessus et mettre au point un certain nombre de, comme je le disais à l'instant, de stratégies associées à ce cadre de travail. Donc ça, c'est le système d'équations. M1 est une fonction régulière. Positive ou nulle. Alors, dans certains cas, je supposerais même que M1 est défini et strictement positive. Aujourd'hui, ça, j'en aurais pas spécialement besoin. Non, j'en aurais pas besoin. Alors, tout est à peu près précisé, si ce n'est que c'est assez naturel, au vu de tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent. Si M1 est positif ou nul, vous voyez assez naturellement que M, là-dedans, va rester positif ou nul. On peut le mettre comme contrainte dans le système d'équations. Donc, je vais rajouter ça dans le système d'équations, même si dès qu'on a un peu de régularité sur H' de gradient U, ceci sera automatique. Mais enfin bon, je le requiers. D'autre part, l'intégrale de M1, on peut toujours normaliser ça, parce que lorsque vous intégrez cette équation sur le domaine tout entier, vous voyez que l'intégrale du Laplacien, l'intégrale de n'importe quelle dérivée de fonction périodique sur le domaine de périodicité, c'est nul. Donc l'intégrale du Laplacien m, c'est 0. L'intégrale d'une divergence d'une fonction périodique, c'est 0. Et donc, d sur dt de l'intégrale de m est nul. Ça veut dire que l'intégrale de m est une constante de mouvement. Ça correspond grosso modo au nombre de joueurs. Hein. Le nombre de joueurs, là, dans ces modèles-là, est constant. Alors, donc, bien, on s'attend à ce que, effectivement, et là encore, on peut le mettre, à ce que l'intégrale de m dx soit égale à 1, quel que soit le temps. Bien. Alors, aujourd'hui, on va donc s'occuper des questions d'existence. Questions, donc, d'existence, de solution.
Alors, l'existence dans un système comme ceci provient du... pourquoi faut-il réfléchir à cette question? Pourquoi doit-on faire quelque chose? S'il n'y avait pas de couplage entre les deux équations, évidemment, il n'y aurait pas à réfléchir. On aurait ici une équation parabolique pour M et ici une équation de Hamilton-Jacobi-Bellman, deux domaines parfaitement recensés sur lesquels on sait très bien que... Essentiellement, si je n'avais pas de dépendance en M avec une fonction régulière, bien quel que soit H convexe, il y a une unique solution de ce problème-là. Et dès que H' de gradient U est donné, il y a une unique solution régulière de ce problème-là. Donc rien à dire, rien à signaler, si ce n'est que la difficulté, si ce n'est que ça montre que s'il y a difficulté, la difficulté provient du fait que dans la première équation, il y a cet opérateur f de M. Bien. Et que donc là, il y a un couplage et qu'il va falloir étudier un peu précisément cette situation-là. Donc, l'existence aujourd'hui, ça va être l'existence dans les cas simples, aujourd'hui. On passera à des cas moins simples en janvier. Alors, ces cas simples, je peux les annoncer tout de suite. C'est d'une part le cas où H est Lipschitz, et d'autre part le cas où... Alors on peut un peu généraliser, mais à nouveau, ça, je m'en moque. C'est-à-dire, H Lipschitz, comme grosso modo le contrôle optimal, c'est lié à H' de gradient U, ça veut dire qu'on a les contrôles bornés. Donc les possibilités d'action sur le système sont bornées. Bon, donc ce qui n'est pas du tout une hypothèse déraisonnable, hein, mais qui élimine tout un tas de cas intéressants, donc ça ne suffit pas. H Lipschitz, c'est la deuxième... le deuxième cas de figure, c'est le cas où c'est un opérateur régularisant. Donc voilà les deux cas de figure que je vais regarder aujourd'hui, vous expliquer pourquoi, dans ce cas-là, on a des résultats d'existence et en fait pourquoi on a des estimations a priori. Bon. Alors, un petit mot sur ces opérateurs. Alors, le f de m qui nous occupe n'est pas nécessairement la composition de l'inconnu m de x et de t et d'une fonction grand F. Cela peut être un opérateur plus compliqué. Si vous voulez des exemples, bien, vous pouvez avoir effectivement le cas que je vous indiquais, c'est-à-dire une fonction g de m de x et de t. Ça, c'est mon opérateur f de m, calculé au point xt. Mais vous pouvez également avoir, toujours en opérateurs locaux, d'autres des exemples, vous pouvez avoir un g de m, mais vous pouvez commencer à rajouter le gradient m, voire toujours au point x, et g là-dedans est une fonction, et vous pouvez rajouter d'autres dérivés, le Laplacien ou des dérivés secondes, etc., etc. C'est encore un autre cas de figure pour f de m. Donc, dans ce premier cas de figure, g est une fonction qui prend ses valeurs, qui a priori est définie sur les positifs, mais on va faire simple, qui va de R dans R. Dans le deuxième cas de figure, c'est de R croix RD, si on prend que le gradient, éventuellement 3 petits points à valeur dans R. Ce sont vraiment des non-linéarités, enfin des fonctions générales. Puisque une fonction, un cas particulier de fonction non linéaire, c'est une fonction linéaire. Il y a un petit problème avec le français, là. Donc des fonctions classiques qui, on injecte les valeurs de m de x et de t, donc c'est ce que j'appellerais des opérateurs locaux. Parce qu'on n'a besoin que de connaître la valeur de m en x et t ou de ses dérivés pour pouvoir calculer l'opérateur.
ce sont des opérateurs qui ne sont pas des opérateurs régularisants, parce que pensez à G de M égale M, c'est l'opérateur identité, ça régularise rien du tout, puisque ça prend M et ça le laisse tel que. Bien. Donc quand je mets ici un opérateur régularisant, c'est pas ça. Même si ça, c'est une classe extrêmement naturelle, hein, aussi bien la première que la deuxième qui généralise la première. Bien. Et c'est quand même grosso modo la classe que j'aurai en tête le plus souvent, mais ce ne sera pas que cette... En termes d'opérateurs non locaux, bien pensez que je vais faire simple. Vous pouvez ici avoir un G. Maintenant, G est toujours une fonction qui va aller de RK dans R. Mais au lieu de rentrer M, vous allez un peu régulariser M. OK? Alors, comment régulariser M? Eh bien, vous allez mettre ici un opérateur A1M, AKM, où chaque opérateur AIM est donné par l'intégrale de M de Y et d'un CI de XY dy. Donc là, c'est un opérateur non local, puisque pour calculer la valeur en X, enfin ça sera non local à partir du moment où CI n'est pas une masse de Dirac, ou des dérivés de masse de Dirac. Vous voyez d'ailleurs que si vous prenez une masse de Dirac, c'est le cas précédent, hein, et que si vous prenez des dérivés de masse de Dirac, c'est le cas, c'est le deuxième cas. Donc, quand je dirais vraiment non local et régularisant, c'est de prendre des fonctions CI qui sont des fonctions régulières. Et donc, qui sont étalées, ça ne peut pas être un Dirac, et donc ici, vous avez effectivement besoin pour calculer le résultat de l'opérateur f de m, vous avez besoin de connaître les valeurs de m en dehors uniquement. Il ne suffit pas que d'avoir des informations locales sur m. Alors typiquement, c'est des produits de convolution. Hein. Typiquement, c'est des produits de convolution qui correspondent au fait que l'on sent l'influence de ce que sont les autres joueurs, de ce que font les autres joueurs dans un voisinage. C'est typiquement les mécanismes qui créent des opérateurs non locaux. De manière générale, si vous prenez n'importe quoi comme opérateur défini sur des fonctions C infinies, si f est défini sur les fonctions C infinies, vous pouvez créer un opérateur régularisant simplement en prenant la convolution de M avec un noyau régularisant. Et de ce point de vue-là, ça c'est une méthode de régularisation intérieure qui correspond d'ailleurs, comme je l'avais expliqué l'an dernier, à la limite de processus de régularisation. C'est exactement ce que l'on obtient comme limite en dimension infinie de la régularisation standard dans RD à la puissance n. Lorsqu'on prenait une fonction symétrique et qu'on la régularisait avec des produits de convolution, qu'on faisait tendre n vers l'infini, ce qu'on récupérait, c'était des fonctions de m convolées avec rho epsilon. Bien. Donc ce noyau régularisant crée effectivement un opérateur non locaux gentil. Donc ça, c'est des exemples, hein, tout ceci, ce que je suis en train de donner, voilà des exemples. Donc il y a une variété, je dirais une jungle assez importante de possibilités. Et si on doit se concentrer sur un certain nombre d'exemples, je dirais, parce que vous voyez tout de suite la difficulté, c'est que vous imaginez bien que suivant le type d'hypothèse que vous mettez sur l'opérateur, vous n'allez pas avoir les mêmes difficultés d'existence. Bon, ça c'est le problème avec la très grande généralité de cette classe de modèles. Bien. Et encore, là j'ai simplifié en évitant des termes de second ordre, etc. etc. Donc, j'ai déjà réduit énormément le paysage, mais malgré ça, il en reste pas mal. Alors, j'ai déjà beaucoup zoomé, mais enfin, il y a encore du boulot.
Alors, donc, ce que je veux toujours avoir en tête, c'est effectivement un opérateur local comme ceci, un G de M de X et de T, voire un G de M et de gradient M, voire dans certains cas de figure des choses comme Laplacien M. Et là, je le prends linéaire parce que sinon, ça devient extrêmement difficile. Donc, ce sont les trois cas qui vont m'intéresser. Pas spécialement aujourd'hui, mais c'est les trois cas que je trouve assez représentatifs, parce que je pourrais mettre ici des combinaisons de dérivés 28e, mais là, j'ai aucune idée de ce qui se passe, et ça ne m'intéresse pas spécialement. Une dépendance en M est très naturelle, une dépendance en gradient M n'est pas sotte, et le Laplacien M est amusant dans un certain nombre d'applications. Donc ça, c'est... Gardons ceci, et puis de temps en temps, on verra qu'on peut traiter du même coup ça, ou même des choses comme ça. Donc on vise ça. Et la deuxième classe d'opérateurs que l'on vise sera des extensions de ces opérateurs non locaux. Ce sera des opérateurs que je qualifierais de régularisants. Et donc je mettrai des hypothèses opérateurs régularisants. Donc je mettrai des hypothèses de régularisation qui seront vérifiées dans toutes les hypothèses que je pourrais mettre de régularisation seront toujours vérifiées dans un cadre comme ceci, contenant cela. Je mettrai des hypothèses mathématiques, toujours vérifiées, toutes sont systématiquement vérifiées, tout ce que je pourrais écrire par cet exemple-là. Donc, je ne vais pas essayer d'être économe, on pourrait savoir en travaillant, est-ce que l'hypothèse de régularité, que ça prend les mesures de proba et ça donne un ensemble borné dans C2, C3, C1, C1, 3,5, enfin bon, ça je m'en fiche. Je veux regarder à nouveau, comme je l'explique, on peut toujours gratter, faire mieux, améliorer la technique, ce n'est pas le problème. Je veux qu'on voit globalement la structure et que l'on ait en tête des vraies stratégies d'approche plutôt que d'essayer cas par cas d'avoir la chose qui soit techniquement la plus raffinée possible. On peut toujours faire mieux. Ce n'est pas le problème. Bien. Alors, donc ça, c'est le cadre de travail sur les opérateurs F de M, et il fallait que j'y consacre un peu de temps. Donc, opérateurs régularisants, ça sera des opérateurs de ce style-là, et je vais simplement, plutôt que d'essayer d'écrire un exemple, mettre des hypothèses techniques. Le premier cas de figure, il est clair, H. Lipschitz. Bien, alors pourquoi ce sont des cas simples? C'est que dans ces deux cas de figure, ça permet essentiellement de découpler les difficultés, de découpler les estimations a priori. Donc, ça sera la première étape qui consistera à quelles sont les hypothèses, grosso modo, au cas de figure où ce que l'on sait faire équation par équation, équation de diffusion d'un côté, équation de Hamilton-Jacobi-Bellman de l'autre, ce que l'on sait faire marche encore parce que le système est couplé, pas faiblement couplé, mais il est gentiment couplé. Pas la même chose. Bien. Alors, j'aurais besoin effectivement que l'on comprenne, que l'on connaisse un certain nombre de choses sur des équations dérivées partielles. Je rappellerai les résultats dont il s'agit, avec toujours l'immense difficulté qu'il y a sur ces domaines d'équations dérivées partielles, c'est que beaucoup des résultats sont difficiles à trouver dans la littérature parce que c'est pour la raison que je vous indiquais. Pratiquement toujours avec les étudiants et les élèves, on dit voilà, ça c'est vrai. D'accord, ça c'est vrai. Et où est-ce que ça se trouve? Il y en a une qui sourit là, tout de suite. Où est-ce que ça se trouve? Il y a des choses comme ça dans ce bouquin-là. À chaque fois, ça fait 400 pages avec des hypothèses comme ci, etc. Et donc, même si on va voir, on ne trouvera pas exactement le même résultat. Donc c'est tout ce qu'on appelle des résultats de type folklore, c'est-à-dire qu'on sait tous qu'effectivement, le résultat
qui est écrit a des variantes et qu'en ayant maîtrisé la démonstration, ça marche pareil. Et donc, il n'y a pas de problème, c'est parfaitement rigoureux. On peut, s'il le faut, passer quelques heures à expliquer la démonstration, à faire un cours. C'est ce qu'on fait d'ailleurs des fois dans les cours d'EA, mais c'est écrit nulle part. Ça fait partie de cette compréhension collective des experts. Alors, c'est un peu désorientant pour des étudiants en mathématiques qui ont un peu l'habitude de leur dire, voilà, théorème, démonstration, et patati. Dans les classes, c'est un théorème écrit nulle part, et il faut petit à petit se comprendre que ça marche, et le sentir. Donc c'est très bizarre. Ça relève autant de l'intuition que du savoir précis. Sans parler du fait que la majorité des experts, au bout d'un certain temps, oublient comment faire la démonstration. C'est-à-dire sont incapables de la restituer. Ou, dans certains cas, ne l'ont jamais vue. D'accord ? Mais néanmoins, ils savent que ça marche. Donc c'est un phénomène, je dirais, du point de vue ethnologique, est très intéressant. C'est assez c'est vrai dans beaucoup de branches des mathématiques, mais c'est très développé dans les équations à dérivées partielles pour des raisons évidentes et dans l'analyse de manière générale, parce qu'il n'y a pas de résultat encapsulé en analyse, il y a toujours des variantes. Donc ça, c'est un phénomène. En algèbre, c'est tellement aride et pauvre que effectivement, si on est dans le royaume de l'égalité, on doit être super précis. Si on est dans le royaume du qualitatif et donc de l'inégalité, c'est-à-dire à l'analyse, on n'a d'abord pas la même tournure d'esprit et on n'a pas de résultat définitif. Parce qu'il y a toujours beaucoup plus de comparaisons possibles que d'égalités possibles. Bon, je vais essayer. Loin de moi l'idée de critiquer d'autres branches des mathématiques que l'analyse. Je les déteste, mais je ne les critique pas. Personnellement, je ne m'y sens pas à l'aise. Donc, de ce point de vue-là, cela étant dit, effectivement, quelques difficultés pour donner des références à des résultats dont je me servirai. J'ai cette longue diatribe pour avoir une excellente excuse pour l'absence de référence. Mais cette difficulté est réelle. Tous les étudiants qui commencent, tous les jeunes mathématiciens qui commencent à se servir d'équations dérivées partielles sont à un moment donné confrontés à ce genre de difficultés. Mais où est-ce que ça se trouve ? Je pense que tous les jeunes pourront témoigner d'avoir été tôt ou tard confrontés à cette difficulté-là. Bien. Alors donc, commençons. Par quel cadre je vais commencer ? Peut-être par le cadre lipschitzien. Donc, premier cas. Alors, pardon. Auparavant, la stratégie pour démontrer des résultats d'existence, stratégie classique du point de vue des équations aux dérivées partielles, c'est une stratégie dans laquelle on va essayer d'avoir des estimations a priori. Ensuite, on mettra en œuvre une stratégie d'existence. Ici, ce sera par point fixe. Donc ça, ce sera très simple une fois que l'on aura des estimations a priori. Bien. Alors, des estimations a priori, c'est obtenir des bornes formelles. On prend une solution, on se dit pourquoi il y a une borne qui ne dépend que des données du problème. Si on veut un peu comprendre pourquoi les bornes aident, eh bien on pense aux équations différentielles ordinaires, on pense aux théories de type Cauchy-Lipschitz. Qu'est-ce que l'on sait ? On sait qu'on a une solution qui existe le plus longtemps possible, c'est-à-dire qui existe tout le temps, ou qui cesse d'exister parce que sa norme tend vers l'infini, qui explose. Ça, c'est ce qui se passe dans un système dynamique. Ou bien on a une seule solution pour toujours, ou bien on a une solution qui s'en va à l'infini. Bien. Alors, pour éviter qu'elle s'en aille à l'infini, il faut une estimation a priori, il faut une borne. Bon, alors là, on essaie d'avoir les bornes. Il y a une autre étape qui consiste à comprendre pourquoi pourquoi effectivement le problème est bien posé, même localement en temps. Mais ça, c'est plus compliqué. Mais grosso modo, si on dispose de suffisamment de bornes, c'est un peu comme les équadifs, on va avoir une solution. Bon, on simplifie. Alors, c'est particulièrement triché ce que je dis, parce qu'en plus, il y a cette structure qu'on ne sait même pas si localement en temps ça a du sens, et encore plus parce qu'ici, ce n'est pas un problème de type condition initiale.
ce n'est pas un système dynamique. C'est un système qui est globalement posé, parce qu'on a une équation qui démarre à l'instant 0, mais on a aussi une équation qui démarre à l'instant grand t. Et donc c'est vraiment un problème global en espace-temps. Mais formellement, l'esprit qui consiste à dire si on a suffisamment d'estimations a priori, on va pouvoir démontrer un résultat d'existence, c'est vraiment valable, je dirais, pour 99,99% des résultats sur les équations dérivées partielles. Pas sur tous, mais presque tous. Alors donc, stratégie, ça sera obtenir des estimés a priori. En d'autres termes, des bornes sur les fonctions et leurs dérivés, des bornes qui ne dépendent pas de la solution, mais qui ne dépendent que des données du problème, à savoir le petit f, le grand F, le h, le u0, le m1 et le grand T. Donc, estimé a priori. Bien. Alors, une fois qu'on aura des estimés a priori, l'existence sera pas très bien compliquée. Alors, premier cas de figure, donc H convexe. H Lipschitz, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire H Lipschitz? Ça veut dire que H' de gradient U, ça veut dire que H' de P, comme H est régulière, hein, ça veut dire que le vecteur gradient est majoré par une constante L. Et donc, a priori, quand je regarde l'équation dm sur dt plus Laplacien m, donc la deuxième équation devient une équation dans laquelle je vais considérer que j'ai un champ de vecteurs que je ne connais pas, mais en tout cas dont je sais, parce que H est Lipschitz, que ce champ de vecteurs en norme du max, toutes ces valeurs sont bornées par L. Et je sais déjà, je m'attends, d'après l'équation, à ce que l'intégrale de m soit égale à 1, que m soit positif à nul. Donc tout ceci, m est bien fichu, en termes L1. Alors j'ai un problème comme ceci, avec un m de t qui est égal à M1. Bon, alors ça, on sait sur les équations paraboliques. Référence inconnue. Ça serait un problème elliptique, on dirait Gilbert-Schrödinger, et ça s'y trouverait. En parabolique, c'est peu compliqué. Je ne sais pas très bien quelle référence. Alors, des choses comme ça doivent se trouver même dans les vieux bouquins de Friedman, d'Avner Friedman sur les EDP paraboliques. Des choses comme ça doivent se trouver, alors là, quand on dit ça, la Ladzinskaya ou Altseva, là, on est sûr de son coup, parce qu'avant que quelqu'un y soit capable de retrouver dans ce bouquin si quelque chose y est ou pas, il sera mort avant de le savoir. Donc, vous voyez, il y a vraiment des grosses difficultés de référence. Bon, cela dit, ce que l'on sait, c'est que automatiquement M est borné. C'est-à-dire que, ne dépendant que de bornes sur M1 et sur L, cela entraîne que M, qui est évidemment ici dans ce cas de figure positif ou nul, est majoré par une constante, alors je l'ai dit une fois, qui ne dépend que des données. C'est-à-dire c'est une constante qui ne dépend que de L et de la norme à l'infini de M1. Bon, dorénavant, comme c'est la tradition en analyse, C désignera toujours une constante quelconque qui ne dépend que des données. On a une borne. Bien. Donc ça, c'est le fait que, c'est comme pour le Laplacien M, ça marche aussi bien, un terme comme ça, parce que le champ de vecteurs est borné, ça marche. C'est encore vrai, si on veut vraiment regarder les choses techniques, si B est dans LP en X et T avec P plus grand que D plus 1. Bon. Mais là, il se trouve que ça sert à rien. Non. Si on veut généraliser, ça sert, mais bon.
Là, en l'occurrence, je vais faire le cadre le plus simple possible. Si je voulais aller remplacer Lipschitz par sous-quadratique, j'aurais besoin de telles extensions. Bien. Donc, on a déjà une borne. On a mieux que ça. On a mieux que ça parce que formellement, donc je vais vous expliquer les choses de manière un peu formelle, lorsque M est borné, vous voyez que le dm sur dt plus Laplacien M est un dx de quelque chose qui est l'infini en x étant. C'est une divergence, donc des dérivés, un dx, appartient, exactement, de quelque chose qui est borné, parce que B est borné et que je viens d'expliquer pourquoi M est borné. Et donc ça, maintenant, ce sont des résultats de régularité sur l'équation de la chaleur, que l'on peut, grosso modo, lire avec des produits de convolution, mais l'idée de l'équation de la chaleur, c'est que si on a une certaine régularité en temps, donc on a un certain cran de régularité en temps, on n'a qu'à dériver, entre guillemets, appartient à k dérivé en x dans un certain LQ. Une fonction qui a k dérivé en x dans LQ et L dérivé en temps. Ça peut être 0 dans dans LP et dans LQ. Je n'explique pas vraiment ce que je veux dire par là. C'est on a un certain nombre d'informations sur cet opérateur, okay, avec une fonction qui a k dérivé, je vais quand même mettre le même p parce que sinon ça va être un peu compliqué. Donc formellement, cela entraîne que M a k plus 2 dérivés en x dans LP et L plus 1 dérivée en temps dans LP. Et quand je mets LP, c'est un LP de xt. Donc c'est ce qu'on appelle des résultats de dérivée de régularité maximale. C'est de dire, on a une combinaison très particulière, à savoir cette combinaison de la dérivée en temps et des dérivées secondes en x. Eh bien, cette information, c'est la même chose que de dire que chacun des morceaux isolément a cette régularité, à savoir le dm sur dt et puis toutes les dérivées secondes dont on prend la combinaison, dont on prend la trace pour exprimer le Laplacien. Donc, une seule combinaison est équivalente à dire que chacun des dm sur dt de toutes les dérivées secondes a la même régularité. Donc, c'est pour ça que c'est un résultat de régularité maximale. C'est d'ailleurs pas très 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 compliqué à démontrer. Enfin, c'est pas très simple non plus. Il y a quand même un petit peu d'intégrale singulière à un point clé de la démonstration. Enfin, donc, essentiellement, un peu de fonction maximale, et c'est tout. Là encore, vous voyez, ça, ce genre de résultat pour les non-professionnels. Il y a quelques non-professionnels très courageux qui suivent le cours. Pour les non-professionnels de l'analyse et des EDP, ben, ça, typiquement, ce résultat de régularité maximale, même sur un Laplacien, on l'apprend tous dans les cours et il est pratiquement jamais démontré dans un cours. Dire Laplacien U est dans LP entraîne que U est dans W2P. Tout le monde, tous les mathématiciens qui ont suivi des cours de DP ont appris ce résultat-là. Maintenant, comment ça se démontre ça Qu'est-ce qu'on fait sur les intégrales singulières, sur les transformées de Riesz qui sont derrière? Pourquoi, effectivement, les transformées de Riesz envoient LP dans LP, ou des intégrales singulières préservent LP? Il y a quand même des petites choses à démontrer. Et c'est pas très compliqué avec le théorème des fonctions maximales. Mais tous les gens ici présents qui font des EDP s'en sont servis, un jour ou l'autre, de ce résultat-là. Même s'ils n'ont jamais vu la démonstration. Donc c'est l'idée que en mathématiques on sait, on comprend parfaitement. Non, en mathématiques, comme tout le monde, on comprend rien. On sait rien, on comprend rien et on fait ce qu'on peut.
Bien. Donc voilà un long discours pour... Non, on ne peut pas. Non, non, il est trop abstrait. Il est trop abstrait. Ça a vachement vieilli. C'est pour ta génération, ça. Excuse-moi. Les jeunes, il faut des tableaux en couleur avec des activités ludiques. Non, c'est pas possible. Non, il y a le Dautrelions qui contient quand même une mine d'informations. Donc, si tu veux, il y a de manière générale sur SEDP, en termes, il y a une grosse série qui a plein de défauts, mais qui couvre très bien qui donne un aperçu assez global. Il y a 10 volumes, 150 000 pages, non je plaisante, mais enfin c'est quand même très volumineux. Donc c'est une série de bouquins par Dautrey, D-A-U-T-R-A-Y, et Jacques-Louis Lyons, qui était édité par ces deux auteurs, et une armée d'esclaves ont écrit des tas d'articles. Et là-dedans, on trouve quand même pas mal d'informations sur des choses de base sur les EDP. On trouve des développements aussi. L'organisation des tomes est un peu compliquée, donc, mais il y a des index. Et là-dedans, effectivement, il y a un certain nombre d'informations de base sur les EDP qui sont assez utiles, et même en amont des EDP sur la manipulation d'opérateurs Roth, div, curl, laplacien, formule de Green, etc., formule de Stokes. Donc ça c'est fait dans Dautrelions, c'est quand même relativement lisible. Non, tu n'es pas d'accord, Rémi, hein? Et là-dedans, on va trouver des résultats de régularité maximale dans certains cas, puis ils n'essaient pas de faire la plus grande généralité. Donc ça donne un aperçu, et l'objectif étant quand même de comprendre la structure des équations aux dérivées partielles de la physique. Donc, si je dois recommander un livre qui va au-delà d'une simple introduction, parce que ça contient énormément de matériel, mais il y a aussi des introductions, c'est peut-être celui-là, en plus, il a le bon goût d'être en français. Bien.